Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission politico-sociale Faire croiser. Au menu du débat ce soir, la 8e législature, issue des élections législatives contestées du 28 avril 2019 qui sont déroulées sans parti de l'opposition. La 8e législature a été installée ce jeudi 16 mai à Porte-Novo au palais des gouverneurs. Tout est accompli, est-on tenté de dire, mais qu'à cela ne tienne, les opposants jugent illégitime et illégal ce nouveau Parlement qui aura coûté à la nation des pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels. Eh bien, toutes ces violences sont issues des contestations, qu'on soit pour ou contre. La nouvelle Assemblée a pris fonction. Son bureau est connu et à sa tête comme président et désormais deuxième personnalité de l'État béninois, le colonel des douanes à la retraite, Louis Vlavonou, déjà député des législatures précédentes, il faut le préciser. Dans son adresse à la nation, le 20 mai, le chef de l'État a invité l'Assemblée nationale composée des deux partis qui soutiennent son gouvernement à se mettre résolument au service du peuple, à procéder à la relecture du code électoral et de la charte des partis politiques, outil de la réforme du système partisan et qui a conduit à la crise électorale que traverse le pays actuellement. Justement, dans cette émission, il en sera question. Nous parlerons des priorités et des enjeux, des forces et faiblesses de cette 8e législature. Huitième législature, quel défi? C'est le thème que nous abordons dans ce nouveau numéro de votre émission Fait croiser. Pour faire cet exercice, j'ai à ma gauche Souleymane Koto-Irima. Il est acteur de la société civile et membre de SOS Civisme. Souleymane Koto-Irima, bonsoir. Bonsoir, monsieur Serron. Bonsoir aux amis téléspectateurs. À ma droite et face à lui, nous avons André Angelot Adélacon. Landry, vous êtes juriste et activiste des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs de Eden TV et auditeurs de Diaspora FM. Eh bien, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Eden Télévision et Diaspora FM. Sans détour, nous entrons dans le vif du sujet. Quelle est votre appréciation, Souleymane Koto-Irima, de ce nouveau Parlement? Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour répondre à votre préoccupation, j'aimerais avoir une pensée pour toutes ces personnes qui, depuis quelques semaines, vivent des moments difficiles pour diverses raisons, liées justement à ce processus électoral que nous avons connu. Avoir une pensée à tous les acteurs politiques, d'un camp comme de l'autre, pour toutes les péripéties qu'ils ont eu à connaître pour qu'on en arrive à ce nouveau Parlement aujourd'hui. Et avoir une pensée pour ces personnes qui ont perdu la vie humaine et qui ont perdu un proche, qui ont perdu des biens matériels, toujours dans le cadre de ce processus électoral, qui a connu son épilogue le jeudi dernier avec l'installation du nouveau Parlement, et qui, il faut le rappeler, est constitué uniquement de deux partis politiques de la même obédience politique, parce que tous sont deux proches du pouvoir en place. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un aboutissement pour lequel je ne peux pas avoir un sentiment de fierté. Parce que simplement, nous avons eu à conduire un processus qui a, au bout, exclu un certain nombre de concitoyens qui n'ont pas pu aller exprimer leur légitime droit de vote, de choix de ceux qui vont conduire la destinée de leur pays, de ceux qui vont décider de tout ce qui va se mettre en œuvre comme politique publique. Et donc, ces concitoyens ont été d'une manière ou d'une autre empêchés de choisir leurs représentants. Et il est important pour nous de pouvoir le rappeler avant de pouvoir parler de ce Parlement que nous avons désormais en place. Alors, pour en venir à ce Parlement-là, nous aurons le temps de le juger d'abord à ses actes. Parce que pour un Parlement installé dans ces conditions, avec cette élection, avec tout ce qu'il y a eu comme remous autour, il est clair qu'aujourd'hui, quand on se réfère d'ailleurs au taux de participation, qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème dans la mesure où, pour une première fois au Bénin, nous avons 75% presque de la population qui ont dit non à cette élection, qui n'ont pas pu prendre part à cette élection, qui n'ont pas pu choisir leurs représentants pour diverses raisons, soit parce que leur
candidats n'étaient pas en liste, soit parce que leurs partis n'ont pas pu avoir le quitus nécessaire pour participer à ces élections, soit alors parce qu'ils sont déçus de tout ce qui se fait par les acteurs politiques et ont fait l'option de ne pas y aller. Il y a certainement une autre partie qui, de peur des représailles, n'a pas pu aller accomplir son devoir citoyen. Et donc, de toutes les façons, tout cela mis ensemble, nous avons un Parlement qui a besoin d'aller à la reconquête de l'électorat, à la reconquête de l'ensemble de la population pour que nous puissions nous convaincre de ce que ce sont véritablement des représentants du peuple qui sont là et non des représentants d'une partie du peuple. Merci Souleymane Koto-Yirima. Angelo Delacombe, partagez-vous cette appréciation de ce nouveau Parlement du point de vue de Souleymane Koto-Yirima? Merci, monsieur le journaliste. Et vous savez que les faits sont là, les faits parlent d'eux-mêmes. Et il a dit, ce n'est pas un sentiment de fierté qui peut nous animer quand on sait d'où est-ce qu'on est parti pour arriver à ce niveau aujourd'hui, dont le résultat qui a été obtenu jusqu'à l'installation de la nouvelle législature. Et c'est un sentiment mi-raisin, parce qu'on dira que oui, nous avons peut-être pu empêcher un vide juridique et que désormais nous avons une législature au Bénin, mais au même moment, il faudrait rappeler qu'on pourrait se demander quelle est la valeur d'une élection monopartite dans une démocratie comme la nôtre. Est-ce que vous voyez quelle est cette valeur si ce n'est que le refus ou le déni du droit d'être éligible pour certains, le déni du droit de vote pour d'autres? Il a rappelé le pourcentage par exemple. Aussi, vous verrez que c'est peut-être aussi ce que certains pourraient qualifier d'assassinat pur et simple de l'opposition, et c'est peut-être ce qu'on pourrait qualifier de dictature déguisée ou de parti unique déguisé. Et donc la valeur d'une telle élection est tout sauf positive, mais ce qu'on peut dire à retenir, c'est qu'il est bien, nous l'avons dit, nous avons évité un vide juridique et les institutions de la République pourront fonctionner normalement, si vous voyez. Et aujourd'hui, l'appréciation, c'est que ce qu'on peut dire à retenir aussi, c'est que la nouvelle législature a ce défi, ce grand défi, le grand défi qui est... Nous viendrons dans quelques instants au défi de la nouvelle législature. Par rapport à votre appréciation, vous partagez avec Souleymane Koto-Yirima une certaine, je ne dirais pas honte, mais quelques réserves par rapport à ce nouveau Parlement. Mais vous savez, il y a eu ces menaces-là quant à l'installation de ce nouveau Parlement qui finalement a été bien installé dans la paix. Est-ce qu'on ne peut pas déjà se réjouir que les gens ne soient pas allés jusqu'au bout dans leurs menaces? Oui, vous savez, la vie humaine est sacrée et nous avons tous déploré ce qui s'est passé au lendemain du 28 mars, n'est-ce pas? Et ici même dans notre pays. Mais ce qu'il faut déjà retenir, c'est que vous ne pouvez pas souhaiter que vos compatriotes aillent se donner la mort. Vous ne pouvez pas souhaiter voir ce que nous avons vu et que des hommes armés puissent quand même dégainer, puissent quand même fusiller et de paisibles populations, des civils qui ne sont pas armés, est-ce que vous voyez? Et à partir de cet instant, pour ce qui a été fait, l'installation a été bien faite. Il n'y a pas eu de manifestation qui ait pu conduire à la perte en vies humaines ou quand même à des blessés graves ou blessés même légers, comme on dit. Et c'est un fait positif pour moi. C'est un fait positif parce qu'on craignait le pire. On craignait le pire et quand le pire arrive, généralement, ce ne sont pas ces gens-là qui se réunissent, qui s'appellent mouvanciers ou opposants au haut niveau, qui en pâtissent. C'est plutôt peut-être vous et moi et nos compatriotes qui, et chaque jour que Dieu fait, se demandent comment on fait pour joindre les deux bouts. Et c'est en cela que je constate et je considère que ce qui s'est passé à Porte-Nouveau est quand même positif parce que quoi? Et tout s'est passé correctement. Je pense qu'il y a d'autres espaces pour peut-être discuter maintenant de ce qui se passera et réellement pour que la classe politique puisse quand même s'entendre sur un minimum. Mais je suis foncièrement contre le fait que de paisibles populations puissent quand même perdre leur vie dans des querelles politiques. Merci à André Delacombe. Souleymane Yirima, le pire était attendu, mais finalement, le Bénin s'est passé de cette coupe-là, et puis le Parlement a été installé dans la paix. Cela, il faut le saluer. Vous savez, la violence n'a jamais été une option, la violence n'a jamais été une solution et la violence n'a généralement pas apporté une avancée notable dans la vie de qui que ce soit. Au contraire, ça apporte des problèmes. Et donc, pour nous, c'est déjà heureux que les gens aient pris la mesure de la situation, que les gens aient pris leurs responsabilités, parler à leurs concitoyens qui, d'une manière ou d'une autre, ruminent une certaine colère à ne pas aller jusqu'au bout. Parce que pousser le bouchon en ce moment-là pouvait engendrer encore d'autres pertes en vies humaines. Et qu'ils vous souviennent,
et le jour du scrutin et les lendemains du jour du scrutin que nous avons connu des moments de violence qui ont entraîné des pertes en vies humaines, si on continuait dans ces escalades de violence, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui en train de parler parce que tout aurait déjà dégénéré. Et donc, c'est à saluer. Mais à cela ne tienne, il y a certainement des éléments, des facteurs qui ont conduit à cette situation d'accalmie, parce que d'une manière ou d'une autre, malgré les appels à l'apaisement, les uns et les autres pouvaient continuer à faire de la violence, mais les dispositions sécuritaires qui ont également été mises en place autour de l'hémicycle peuvent être des raisons suffisantes pour décourager les gens à aller. Il faut dire quand même que, outre l'hémicycle, d'autres villes pouvaient enregistrer des mouvements, mais on a quand même noté un peu la paix sur toutes les territoires nationales. Elles sont point d'honneur à l'actif des partis de l'opposition et des autres partis de la mouvance, le PRD, l'UDBN, qui ont appelé à la paix. C'est un point d'honneur à l'ensemble des acteurs politiques et de nos dirigeants, parce que malgré les appels à l'apaisement, il peut y avoir quelques points de résistance et il peut y avoir des réactions, parce que toute action appelle à réaction. S'il y avait ces genres de situations, ne seraient pas là. Et donc, il faut saluer l'ensemble des acteurs. D'abord, les différents partis qui ont appelé leurs concitoyens à la paix, à ne pas manifester leur colère outre mesure. Ceux qui, malgré leurs douleurs, leurs difficultés, ont demandé à ce que les gens n'aillent pas se donner la mort, parce que c'est librement, ils auraient décidé d'aller manifester. Donc, et ce qui pourrait survenir à la suite de ces manifestations, l'on ne saurait les maîtriser. Et également, le gouvernement qui a pris les dispositions sécuritaires qu'il faut, parce qu'au-delà de tout, il peut y avoir des individualités qui se manifestent. Et donc, ces dispositions sécuritaires peuvent avoir dissuadé ces individualités qui, au-delà même des leaders politiques, peuvent se manifester parce que ils ont cumulé un certain nombre de frustrations qu'ils ont besoin d'exprimer. Et l'espace d'expression qu'ils ont trouvé, peut-être, c'est ces actes de violence, des actes de vandalisme. Et donc, il faut saluer également cette population qui a compris les enjeux, qui a compris les difficultés auxquelles nous allons avoir à faire si nous allons dans les escalades de violence. Et donc, c'est l'ensemble de la population qui a joué sa partition. Il faut le saluer et faire en sorte que nous puissions maintenir ce cap-là, de sorte à ce que nous ayons une situation stable qui nous permette de nous asseoir tôt ou tard pour pouvoir discuter avec des conditionnalités que chacun va mettre dans le panier commun sur lequel nous allons négocier. Anjoulou Adelakun, satisfait à ce tridome exécutif, opposition et la population. En effet, c'est tout à fait évident, c'est à saluer, c'est un acte à saluer parce que ce que nous avons vécu n'est quand même pas des actes à répéter, ce n'est pas des actes à encourager parce que vous voyez que des populations arrivent à s'en prendre à des édifices publics et à des biens privés également. Vous voyez ce que ça fait. Ce n'est pas facile de trouver un capital pour démarrer un business, pour démarrer une affaire et que parce que des hommes politiques, parce que vous voyez, c'est l'analyse que moi je retiens, parce que des hommes politiques n'ont pas pu accorder leur violon sur des questions données, on puisse quand même tout saccager. Cela est d'autant plus grave que nous savons que nous sommes un petit pays qui est complètement au bas de l'échelle, qui est en train de faire un travail pour quand même rejoindre les nations civilisées et autres. Et nous pouvons dire, effectivement, comme l'a dit M. Suleiman, que c'est un satisfait. Le gouvernement a pris la mesure de la chose parce que les questions de protection des personnes et des biens, quand même, cela relève du pouvoir régalien et il faut quand même arriver à sauvegarder l'ordre public. C'est important, l'ordre public doit être maintenu mais cela ne doit pas vous faire perdre de vue également que quand la population est dépassée à des moments donnés, et une des voies, vous voyez, de réaction, c'est aussi un peu ça, des choses que nous ne souhaitons pas, mais il est quand même heureux que la population aussi ait compris que c'est des choses à ne pas faire et que même du côté de la mouvance comme de l'opposition, on ait pu quand même agir sur les militants et sympathisants pour que la paix puisse régner. Parce que quoi, je continue de le dire, dans le bilan que nous sommes en train de faire, je n'ai pas encore vu un leader de la mouvance ou de l'opposition qui aurait perdu sa vie. Est-ce que vous voyez, c'est là en fait la problématique. Il faudrait que nos concitoyens puissent comprendre et qu'à des moments donnés, on puisse quand même faire la part des choses quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord, qu'on sache quoi faire. Parce que quoi, imaginez si moi j'avais perdu un de mes proches, je ne serais pas ici en train de parler. Malheureusement, nous avons perdu des compatriotes, malheureusement. Merci Anjoulou Landry Adelakun. De l'appréciation du Parlement, venons-en à celle de son organe dirigeant. Quelle est l'analyse
que vous faites, bien évidemment, du bureau de la nouvelle législature. Souleymane Koto-Yirima, ce bureau dirigé par Louis Vlavono. Merci beaucoup. Bon, le Parlement, le bureau du Parlement n'est qu'à l'image du Parlement. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, nous avons un Parlement bicéphale composé de 2 partis politiques. Et donc, ils ont travaillé à ce que, à la suite de toutes les tractations, nous puissions avoir ce bicéphalisme. Est-ce que déjà, quand vous voyez les têtes, quand vous voyez les noms qui composent ce bureau-là, est-ce que vous avez espoir que ce Parlement-là va aller au-delà, va tromper les calculs, tout ce qu'on dit de lui actuellement? Ne nous leurrons pas, ne nous leurrons pas. L'individu ne fait rien au Parlement. C'est le collectif qui travaille au Parlement parce que les décisions au Parlement se prennent par le collectif. C'est l'ensemble des membres de la plénière qui décident au niveau du Parlement. Ceux qui sont là ne sont là que pour tenir le gouvernail d'une manière ou d'une autre et conduire les discussions. Conduire tout le mais quand même, le leader a toujours une certaine influence. Vous avez vu comment la 7e législature dirigée par Maître Adi Roumbédi s'est un peu comportée sur la coupole, la houlette de Maître Roumbédi. Est-ce que quand même ce bureau-là pourra faire quelque chose? Qu'est-ce que ce bureau vous inspire? Nous avons vu des bureaux de Parlement dans ce pays qui ont bien joué leur rôle, mais qui ont vu leur rapport rejeté à plusieurs reprises, pas parce que les gens n'étaient pas bons, mais parce que le collectif pense que le travail qui se fait n'était pas suffisamment bon. Et donc, quel que soit l'homme qui est là, quelles que soient ses qualités intrinsèques, quelles que soient les valeurs qu'il prône, il doit pouvoir composer avec les acteurs à l'intérieur du Parlement. Et donc, ces acteurs-là doivent pouvoir lui accorder la confiance nécessaire, lui le soutenir dans ces différentes actions. Est-ce que ceux qui sont dans le management... Pour en venir maintenant à votre préoccupation par rapport à l'équipe dirigeante de notre Parlement aujourd'hui, notamment le bureau du Parlement. Nous avons le président qui n'est pas nouveau sur la scène politique. Depuis qu'il est professionnellement actif, il était déjà sur la scène politique. Depuis qu'il a pris sa retraite, il est présent au Parlement et il connaît les rouages du Parlement. Il est censé avoir pratiqué le Parlement pour en connaître suffisamment les rouages. Je ne lui connais pas les qualités de gestion pour pouvoir en parler. Je ne lui connais pas ses qualités de gestion des ressources humaines pour pouvoir en parler, de comment tenir les hommes pour pouvoir en parler. Mais je pense de l'expérience qu'il a vécue au sein du Parlement, de ce qu'il a vu faire, les différents présidents qu'il a vus, tout le temps qu'il a passé au niveau du Parlement, je pense qu'il a capitalisé un minimum d'acquis qui lui permet également de tenir le perchoir, de le diriger et de faire en sorte que les acteurs qui sont à l'intérieur puissent l'aider à atteindre les objectifs qui se seront fixés pour le compte de leur mandature, en supposant qu'ils ont un projet de législature. Et donc, pour moi, il n'y a pas de problème, quel que soit l'homme qui est là. L'essentiel, c'est que ce soit quelqu'un qui ait de l'expérience, qui soit capable vraiment de tenir les hommes et de les conduire comme il se doit, sans heurter les sensibilités des uns et des autres, sans vraiment écorcher le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous avons vu par le passé des gens qui ont vraiment écorché le règlement intérieur. Donc, nous espérons qu'il va rester dans la droite ligne de ce règlement intérieur et pouvoir le faire. Ensuite, il y a la vice-présidente, qui est une nouvelle recrue du Parlement qui vient d'arriver, mais des informations que nous avons, qui a quand même fait un certain nombre de parcours dans l'enseignement au niveau national, qui avant son élection occupait un poste de direction au niveau du ministère. Nous supposons qu'elle a les aptitudes managériales également pour pouvoir suppléer suffisamment à l'absence du président éventuellement lorsque ça va se poser. Nous supposons que c'est une femme de poigne qui pourra également tenir. Pour le moment, nous ne pouvons que supputer parce que nous n'avons jamais vu la dame à l'œuvre. Nous ne savons pas de quoi elle est capable. Même l'ensemble des acteurs, nous ne savons pas. Le vice-président, c'est un habitué, on n'a pas besoin de parler de lui. Le deuxième vice-président, le général. Il a rempli au même poste, donc on suppose qu'il va pouvoir maintenir le cap et certainement améliorer les endroits où il a connu des failles si les gens ont eu le courage politique de lui faire des suggestions, de lui faire des reproches. Il doit pouvoir s'améliorer par rapport à ces reproches que ses collègues lui auraient fait. Au niveau du secrétariat, nous avons une dame qui revient, Madame Tchanou. Sophia Tchanou, donc une habituée qui va pouvoir faire également le travail. Au niveau de la question, nous avons un habitué
Non, au niveau de la question, nous avons l'honorable Yahweh. Non. Qui est au niveau de la question? Je n'ai plus bon mémoire. Ça doit être une nouvelle tête. C'est deux nouvelles têtes? Non, il y a Okulola, qui est un habitué du Parlement, que nous espérons sera un bon questeur également. Et puis il y a une note de jeunesse, Délonis Koblevi. Bon, une note de jeunesse et un nouveau recrue également du Parlement, Koblevi, qui va certainement suppléer, accompagner l'honorable Okulola dans cette tâche-là. Donc, nous espérons globalement que déjà ce bureau va pouvoir jouer le rôle qui est le sien, chacun en ce qui le concerne, en toute responsabilité et conscience, pour pouvoir faire de ce Parlement-là un Parlement qui, au terme de la législature, pourra produire des résultats desquels nous, population, serons satisfaits. Parce que c'est ça qui est important pour nous autres. Ce n'est pas tous les débats qu'ils auront à faire, c'est les retombées de toutes les décisions qu'ils vont prendre qui importent pour nous en tant que concitoyens. Et donc, nous espérons qu'ils vont pouvoir jouer ce rôle-là tout le long de leur mandature et qui seront assistés par la conférence des présidents qui se met en place progressivement. Merci Souleymane Koto Yerima. Angelo Landry Adélakon. Eh bien, Souleymane Koto Yerima a fait son analyse. Ce bureau ne pourra pas grand-chose sans l'ensemble des autres députés. Partagez-vous la même idée? Mais c'est clair, je partage très bien les idées qu'il a avancées parce qu'il a dit, et c'est des personnalités que nous ne connaissions que comme cela. Vous voyez, nous ne sommes pas proches d'elles, je dirais, de ces personnalités pour savoir de quoi est-ce qu'elles sont capables. Mais de loin, pour ce que nous observons, c'est que nous supposons qu'ils ont les aptitudes nécessaires pour conduire le Parlement à bon port. Et il a dit, bon, je ne sais pas s'il y a autre chose à espérer, que les gens puissent quand même profiter de cette occasion qui leur a été offerte pour peut-être corriger ce qu'il y a à corriger et innover positivement. Bon, il faudrait que je mette l'accent sur positivement et pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on fera. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Je pense que nous n'allons pas nous mettre à douter de la compétence de l'équipe qui est là. Nous n'allons pas quand même aussi trop avancer en voulant leur jeter des fleurs parce que nous ne savons pas de quoi est-ce que l'humain est capable. Mais ce qu'il faut déjà retenir, c'est que c'est un collectif qui travaille. C'est un collectif, un seul individu n'a jamais fait quoi que ce soit, quoi que vous ne pouvez pas. Vous savez, c'est un collectif et vous avez beau être puissant, être fort. Si l'équipe ne vous accompagne pas, vous verrez que les résultats ne seront pas au rendez-vous. Et ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les gens sur des questions d'intérêt général puissent quand même s'entendre et regarder dans la même direction. Mais si nous devons considérer que c'est parce qu'il y a une équipe à la tête et que l'équipe fera un miracle, je pense que nous n'avons pas besoin d'espérer grand-chose, mais que l'équipe, que l'ensemble des 83 députés puissent quand même accompagner les bonnes actions et je pense que c'est le pays qui sortira grandi. Eh bien, il est évident que ce nouveau Parlement a d'énormes défis. Quels sont selon vous ces défis, Souleymane Koto Yerima? Merci beaucoup. Le premier défi pour ma part, c'est d'abord le défi de la légitimité de ce Parlement-là. Comment faire en sorte que l'ensemble des concitoyens, électeurs ou non, puissent se sentir représentés par ces acteurs. C'est ça qui est d'abord important. Je vais revenir en arrière par rapport aux statistiques pour pouvoir étayer cette assertion. Vous voyez, nous sommes allés à une élection où nous avons eu officiellement 27% de taux de participation. Si on doit enlever de ces 27% ceux qui ont voté nul ou pas, nous serons peut-être autour de 23%. Et donc, quand vous regardez, c'est que nous avons 23% de la population béninoise qui est représentée aujourd'hui par ces acteurs officiellement, même si théoriquement ils représentent l'ensemble de la population. Ce qui fait que en arrière-plan, nous avons au moins 70% de la population béninoise qui ne se sentent pas concernés par ceux qui sont aujourd'hui leurs représentants au niveau du Parlement. Et ça pose un véritable problème. Comment est-ce que ces 23% qui nous représentent aujourd'hui font pour que les 70 à 75 autres pourcents se sentent concernés par les actions qu'ils font? Ce sera le premier défi. Et pour en arriver là, il faut relever un second défi, celui de l'autonomie et de l'indépendance des parlementaires qu'ils sont. On ne les a pas élus parce qu'ils sont proches de X et Y. On ne les a pas élus parce qu'ils sont de l'obédience du chef de l'État. On les a élus parce qu'ils
parce qu'on a besoin des gens pour nous représenter, pour parler en notre nom, pour décider en notre nom, pour décider pour notre bien. Et pour le faire, ils doivent pouvoir vraiment se séparer, se départir de leur connivence politique avec le gouvernement en place pour faire en sorte que les décisions qu'ils prennent ne soient pas soit téléguidées par ce gouvernement-là, soit de manière flagrante orientées vers les actions que ce gouvernement mène, même si ces décisions ne reflètent pas les besoins de leur mandat, même si les décisions qui doivent être prises ou que le gouvernement veut qu'ils prennent ne reflètent pas la réalité que nous vivons dans notre société. Donc, ils doivent pouvoir faire en sorte que, au niveau national, nous puissions nous convaincre de ce qu'ils sont vraiment des représentants du peuple et non des émissaires du pouvoir, du gouvernement qui travaillent à ce que tout ce que le gouvernement fait puisse passer. Et pour en arriver là, au niveau de la législature, ils doivent prendre des décisions courageuses. Ils doivent, au niveau du Parlement, faire des débats francs, des débats objectifs, des débats qui ne sont entachés d'aucune irrégularité, qui font en sorte que la crédibilité que nous connaissons à notre Parlement puisse être retrouvée. Parce qu'aujourd'hui, l'impression que l'ensemble de la population a, tout au moins de ceux qui ne se sentent pas concernés par ceux qui sont élus, c'est qu'on a mis en place une caisse de résonance du gouvernement. Il faut faire en sorte que ce sentiment-là puisse disparaître progressivement. Mais pour le faire, c'est déjà à travers les lois qui seront votées, c'est déjà à travers les décisions qui seront prises au sein de ce Parlement-là. Et c'est maintenant que ça commence. Et là, tout de suite, si le Parlement veut bien faire, étant donné qu'ils sont tous de la même obédience, donc de la mouvance présidentielle, je précise, même s'il y a une minorité qui s'est déclarée au sein du Parlement, ils doivent pouvoir s'entendre, étant donné qu'ils sont de la même obédience, pour pouvoir nous sortir un projet de législature. Qu'est-ce qu'ils veulent faire pendant les 4 prochaines années? Quelles sont, en termes de législation, les lois dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine politique, qu'ils pensent pouvoir prendre? Quelles sont les actions de contrôle et la périodicité de contrôle des actions du gouvernement qu'ils veulent mettre en œuvre pour nous permettre de les suivre? Parce que nous avons vécu tout le temps avec des parlements, mais on n'a jamais su où est-ce que chaque parlement voulait nous conduire. Ce n'est pas bien. On doit pouvoir savoir lorsque vous venez, déjà même en allant aux élections, où est-ce que, si vous êtes élu, vous voulez nous conduire. Et donc, ils doivent pouvoir aujourd'hui peut-être faire un séminaire parlementaire pour décider de ce minimum-là. Mais tout de suite, il y a des défis sur lesquels il faut que le Parlement se penche. Et ces défis-là, c'est les défis liés au système politique, au système partisan, aux élections sur lesquelles il faut trancher parce que nous avons déjà expérimenté ces outils-là et nous savons qu'il y a des failles. Sur ces failles-là, il faut que tout de suite le Parlement puisse prendre les dispositions nécessaires parce que qui veut aller loin ménage sa monture, il faut réaménager ces lois chrysogènes que nous avons car dans un an, nous avons une échéance qui nous attend. Merci Souleymane Koto-Yirima. Légitimité, décision courageuse, projet de législature. Voilà un peu ce qui attend les députés de la 8e législature selon Souleymane Koto-Yirima. Angelo Adelakon, avez-vous, vous, d'autres défis que vous pensez et qui attendent la nouvelle législature? Je pense que M. Koto-Yirima a dit l'essentiel des défis et je me retrouve pleinement dans les défis qui ont été énumérés parce qu'il a dit l'Assemblée nationale, il faut le rappeler, ces dernières années a eu quand même à prendre des coups. Son image a pris des coups. Et son image a pris des coups. Il va falloir alors redorer l'image de notre Assemblée nationale parce que vous connaissez un peu les expressions que les gens se prononcent dans le public. Et pour redorer cette image, il a dit et le souci de la légitimité qui est quand même le premier des défis. Et après cela, il a parlé d'autres choses également. Mais je pense qu'après la légitimité, effectivement, il faut parler de l'indépendance. Arriver quand même à confirmer la confirmation de l'indépendance du Parlement. Cela ne voudrait pas dire que nous demandons à l'Assemblée nationale de s'opposer au projet du gouvernement.
de s'opposer aux différentes politiques qui seront définies par l'exécutif, mais non, parce que dans l'indépendance également, il ne faut pas oublier qu'il y a ce que nous appelons la collaboration fonctionnelle. Et cela permet à ce que, sur des questions données, sur des questions d'intérêt général, vous puissiez quand même accompagner le gouvernement quand il faut, et quand il ne faut pas, il faudrait également pouvoir taper sur la table. Et cela implique également, je dirais, le renforcement du contrôle de l'action gouvernementale qui doit être fait sans tenir compte des aspirations ou des proximités politiques. Est-ce que vous voyez? Cela doit être renforcé. Nous revenons plus en détail sur ce point-là dans un instant. Ah, ok. Il y a quelques... Seulement quand on arrive à évoquer à l'instant le souci de la légitimité d'une nouvelle assemblée, d'une nouvelle image, d'une assemblée plus responsable. Vous venez de l'évoquer aussi, redorer l'image de cette assemblée parce que par le passé, le Parlement a donné une image pas très bonne de l'institution. Eh bien, est-ce que vous pensez que l'assemblée qui vient d'être installée a raté ce départ, comme le pensent certains, parce que lors de l'élection des membres du bureau, il n'y a pas eu plusieurs listes alors qu'il y a eu 2 partis, qu'on attendait un candidat du bloc républicain, un candidat du bloc de l'Union progressiste. On a eu un candidat et ensemble, c'était en voté pour ou contre ou abstention. Non, pas du tout. En démocratie, il n'y a pas de problème pour ce qui s'est fait à l'Assemblée le jour-là. Ils ont certainement trouvé au cours des tractations un juste milieu. Ils se sont entendus sur ce juste milieu. Mais la législation les oblige à faire ce qu'ils ont fait parce que malgré qu'il y ait eu consensus, il faut procéder à l'élection. Oui. C'est clair, le règlement intérieur, c'est ça qui les a conduits à ça. Ils auraient pu faire le jeu, avoir 2 candidats à chaque fois, et l'autre aurait 1 ou 2, voire l'autre aurait le reste. Et donc, ça allait être exactement la même chose. Moi, je pense que c'est les tractations positives. Et on ne pouvait pas s'attendre à autre chose quand on sait que c'est des frères jumeaux qui ont été aux élections. Et donc, il faut avoir le courage de le dire. C'est des frères jumeaux qui ont été aux élections. Ils n'ont pas à se disputer. Ils ont à trouver le juste milieu pour que chacun puisse se trouver pour son compte. Et je pense que quand on regarde le reflet du bureau politique, chacun a trouvé son compte. Le parti majoritaire a eu la majorité du bureau et le parti minoritaire a eu la minorité du bureau. Pensez-vous donc, pour moi... Est-ce que les couleurs ont été annoncées ainsi? Est-ce que ça en dit un peu plus sur ce qui va se passer au Parlement dans les prochains jours, le fonctionnement? Pensez-vous que c'est le ton qui a été donné ainsi, Angelo? Vous savez, il faut aussi des fois éviter les préjugés. Et nous pensons de bonne foi que cette assemblée aura quand même le mérite de reconquérir et le peuple de reconquérir la population. Et il serait trop dit de dire que ce que nous avons vu est en train d'être, on dirait, une balise pour ce qui se passera. Mais comme l'a dit mon prédécesseur, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous aimons l'hypocrisie. 2 partis de même père, ou bien comme on dit, sont allés à une élection. On va à l'Assemblée nationale. Mais s'il y a un seul candidat, pourquoi vous voulez qu'on ait 2 candidats alors qu'on sait déjà que vous et moi, mais quelle est cette hypocrisie que vous voulez? Mais est-ce que cela ne confirme pas un peu ce qu'ils refusaient parce que ces 2 partis ont refusé sur le terrain d'être des partis jumeaux. Ils ont revendiqué leur indépendance sur le terrain. Non, sur le terrain. Et jusqu'à présent, ils sont indépendants. Oui. Ces 2 partis autonomes dirigés de différentes manières par différents acteurs. Voilà. Et ça, il faut faire attention. Dirigés de différentes manières par différents acteurs, mais qui ont le même candidat. Faites attention, ils n'ont pas le même candidat. Oui. Ils n'ont pas eu le même candidat. Ils se sont entendus sur les candidats qu'il faut avoir avant de venir nous les présenter en public. Et ça, la magie des réseaux sociaux nous a même permis, bien avant le vote, de savoir déjà, d'avoir l'architecture. De qui il s'agissait. De qui il s'agissait. Ça suppose qu'il y a eu des négociations. Oui. Des gens se sont assis pour négocier des postes. Le minoritaire va pouvoir négocier pour qu'on lui fasse des concessions. Et c'est à la suite de ces concessions qu'on est parvenu au résultat que nous avons eu là. Mais sur le terrain, si vous avez suivi la campagne, vous allez vous rendre compte qu'à des endroits donnés, des gens se sont donnés à cœur joie, ils se sont lancés des pics qui ne disent pas leur nom. Et aujourd'hui, le résultat est là. On a vu qui est qui. On sait qui est quoi. Voilà, sur le terrain. Merci. Donc c'est ça, au fait. Le jeu politique qui s'est mené sur le terrain est différent du jeu politique qui est un jeu de couloir maintenant,
qui se mènent au sein du Parlement. Ainsi, il faudra attendre dans les jours prochains, pour voir un peu ce que réservent ces deux partis tout au moins sur les 12 Parlement. prochains mois, on aura d'accalmie au sein de ce Parlement, le temps d'avoir des joutes qui vont s'annoncer et pouvoir clarifier la situation et créer des clivages. Merci. Le chef de l'État, dans son adresse à la nation, a demandé aux députés d'apaiser les citoyens, de voter des lois qui renforcent la démocratie et à méthodiquement contrôler l'action du gouvernement. Pensez-vous que cela soit possible? Quand, vous l'avez dit tout à l'heure, on sait que les deux partis présents au Parlement ont réaffirmé le soutien au gouvernement. Jolo. Rien n'est impossible, rien n'est impossible et à partir de ce postulat, je pense que tout est possible. Si tout est possible, c'est que cela est possible. Et ce qu'il faut déjà dire, le député n'est pas hors du peuple, le parlementaire n'est pas hors du peuple, le chef de l'État n'est pas hors du peuple. Nous sommes tous dans le peuple, nous savons ce que c'est que le peuple, nous savons quelles sont les aspirations du peuple. Si il est arrivé à un moment donné que pour des raisons que peut-être nous ne maîtrisons pas, ou parce que vous pensez que c'était la bonne voie, vous avez posé des actes, je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes humains, on doit pouvoir faire le bilan et reconnaître que sur des points donnés, nous avons gaffé, nous avons mal fait et que nous avons l'occasion de rattraper ce qui a été mal fait. Je pense que de bonne foi, et on peut attendre que ce Parlement, et on peut quand même faire confiance, on peut faire foi au discours du chef de l'État pour dire oui, lui aussi l'a constaté. Vous avez vu par exemple les éléments du 1er et 2 dont nous avons parlé. Et donc cela doit vous amener à prendre conscience de ce que l'arsenal juridique qui a été mis en place a quand même généré des frustrations. Et il faut éviter des frustrations. Maintenant, il faut s'entendre pour voir comment quand même refaire ce qui a été mal fait. Et je pense que c'est un discours, en tout cas pour le moment, je continue de faire foi au discours pour comprendre que c'est des choses effectivement à revoir. Pour le discours du chef de l'État, il est question de ce qu'il a souhaité ici. Est-ce que vous pensez que les deux partis peuvent objectivement contrôler l'action du gouvernement quand ces deux partis soutiennent le chef? Mais, vous savez, si ce n'est pas que l'être humain est un peu multidimensionnel, je ne vois pas pourquoi est-ce que, parce que vous soutenez, vous ne pouvez pas contrôler. Mais s'il en est ainsi, cela voudrait dire chaque fois que vous allez contre les politiques ou les propos de quelqu'un, cela voudrait dire que vous êtes opposé à cette personne. C'est ce que je suis en train de comprendre. Mais non. Mais non, c'est justement parce que nous soutenons que nous sommes obligés, pour la culture qui est la nôtre, de te dire, mais cher ami, la voie que tu es en train d'emprunter n'est pas la meilleure. Mais si je ne te soutiens pas, moi je te regarde, tu fonces tout droit dans le mur. Ça, c'est très simple. C'est pour vous dire que ceux qui sont là aujourd'hui savent en leur âme et conscience que pour des lois qui ont été votées récemment, il y a quand même des retouches à y apporter. Le chef de l'État également le sait. Et s'il tient ce discours et s'il le leur dit, moi je dis même c'est un rappel. Puisque vous-même vous avez battu campagne sur le terrain, vous avez écouté ce qui a été dit par vos compatriotes. Et vous savez que, alors, puisque l'ordonnancement juridique vous permet une certaine indépendance, vous n'allez pas revenir nous dire que vous n'êtes pas indépendant. Si vous n'êtes pas indépendant, c'est parce que vous-même, en tant qu'individu, pour peut-être la culture, l'éducation qui vous a été donnée, vous vous êtes lié pour ne pas être indépendant. Sinon, vous avez toute l'indépendance nécessaire pour quand même pouvoir toiletter ces lois, pour faire que les lois... Et nous avons dit la quête de la légitimité. Mais ça passe par quoi? Ça passe par ces choses-là. Et nous sommes heureux que le chef de l'État lui-même ait reconnu. Nous sommes heureux des discours, bon, je dirais des interviews qui ont été accordées à nos honorables. Pour la plupart, ils ont reconnu qu'il y a des choses qu'il fallait quand même toiletter. Est-ce que vous voyez, j'étais il y a quelques jours sur un plateau avec un honorable, il est là actuellement, il a été reconduit. Il a dit également qu'il y a des choses, il a dit sur le plateau et hors plateau, qu'il y a des lois quand même qui vont essayer de revoir. Et je pense que pour le moment, sans vouloir leur prêter de mauvaises intentions, je pense que je continue de faire foi à ce qui a été dit, peut-être naïvement parce que vous savez, avec les hommes politiques, on peut s'attendre à tout. Merci, Angelo André Adelakon. Seulement, Koto Yerima, vous, de votre côté, pensez-vous que l'Union progressiste et le bloc républicain sont capables de transcender un peu les compromis et peut-être les compromissions entre le gouvernement, le président, etc., pour contrôler de façon objective l'action gouvernementale, alors qu'ils déclarent soutenir ce gouvernement? Merci beaucoup. D'abord, sur le premier aspect des propos du chef de l'État qui demande à ce qu'on vote un certain nombre de lois qui renforcent la démocratie. Je pense qu'il faut saisir la balle au bon. On n'a plus besoin de faire une consultation nationale pour savoir qu'est-ce qui ne va pas.
Les députés qui sont actuellement au Parlement ont suffisamment suivi les discussions qu'il y a eu depuis octobre 2018 jusqu'à ce jour. Ils ont suffisamment d'éléments pour savoir qu'il y a au niveau politique, au niveau démocratique, un certain nombre de textes législatifs qu'il faut corriger, notamment la charte des partis politiques et le code électoral qu'il faut revoir pour les mettre dans une dynamique et permettre vraiment que le jeu démocratique puisse se faire de manière convenable. Mais même si les députés font ce travail, si le gouvernement ne prend pas les décrets d'application des lois, nous aurons toujours les mêmes problèmes. Voilà. Vous savez, ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est du fait de l'absence d'outils pratiques de mise en œuvre d'un certain nombre d'articles du code et de la charte des partis politiques. Il fallait qu'on ait ces outils-là qui décrivent de manière claire, étape par étape, quel rôle chaque acteur a joué pour qu'on puisse avoir les résultats qu'il faut. Un ministre ne saurait bloquer un dossier, un ministre ne saurait empêcher, un cadre ne saurait bloquer une situation et empêcher un parti politique, un regroupement de concitoyens d'aller aux élections. Et donc, il faut que nous prenions la mesure des choses. C'est vrai, il faut déjà nettoyer la loi, mais au-delà de la loi, il faut faire en sorte que les décrets d'application puissent suivre. Et au-delà de ces lois qui renforcent la démocratie, il faut que les concitoyens aussi se sentent pris en compte dans les différentes actions. C'est pour cela que je pense que les députés de la 8e législature doivent faire un premier travail. C'est de recenser toutes ces lois sociales et économiques qui dorment depuis des législatures au sein du Parlement pour nous en faire un répertoire et nous donner des échéanciers de programmation de ces lois-là pour que nous puissions les vider progressivement et que le citoyen se sente protégé dans la cité dans laquelle il vit. Pour en venir à votre préoccupation sur la capacité des deux partis en présence aujourd'hui à contrôler l'action du gouvernement, personnellement, j'ai toujours pensé que le meilleur conseiller, c'est celui qui te dit la vérité. Oui. C'est celui qui te regarde en face et te dit, écoute, chef, l'habit que tu as porté aujourd'hui n'est pas bon, il a des tâches à tel ou tel niveau, et qui est capable de te dire, là où tu vas, si tu ne fais pas attention, tu vas buter à un mur et tu ne pourras pas revenir. Et donc, pour moi, le gouvernement a aujourd'hui une occasion unique de vraiment avoir les meilleurs conseillers possibles. Parce que c'est eux qui ont décidé de ce qui va se faire et donc c'est eux qui savent exactement ce qui a été décidé dans les textes de loi et c'est eux qui sont donc à même de mieux contrôler ce qu'ils ont décidé. Pour moi, c'est une occasion unique pour le gouvernement de nous prouver et pour le gouvernement et le Parlement de nous prouver qu'ils sont vraiment en phase et qu'ils veulent nous conduire à bon port dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Parce que, le gouvernement va amener des accords de ratification pour un certain nombre de projets qui entrent dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Le Parlement va faire le jeu démocratique parlementaire pour ratifier ces accords de prêt, accords de financement et tout ce que nous voulons. Mais par la suite, si le Parlement ne prend pas la mesure des choses pour aller vérifier que l'argent qu'il a accordé au gouvernement est en train d'être bien utilisé, on aurait perdu. On aurait perdu notre temps, on aurait perdu dans la réforme du système partisan parce qu'on aurait fait tout cela pour avoir les mêmes résultats ou peut-être des résultats pires. Et ce Parlement est-il capable de faire ce que vous souhaitez? Je pense que les individus qui sont présents au Parlement, les honorables députés que nous avons élus, ont le pouvoir nécessaire pour faire le travail qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font du pouvoir qu'on leur a donné? Comment est-ce qu'ils l'exercent? Comment est-ce qu'ils font en sorte que le gouvernement soit contrôlé dans la mise en œuvre des politiques publiques? Ça dépend de leur capacité à se dépasser, à dépasser leur personne pour penser à la nation, pour penser à la République et éviter les connivences, les accointances qui les empêcheraient d'une manière ou d'une autre d'aller contrôler et même de mettre en place des enquêtes parlementaires qui à terme peuvent aboutir à des sanctions si vraiment les deux acteurs, les deux institutions travaillent en parfaite symbiose. Merci beaucoup. Patrice Talon a par ailleurs invité le Parlement à une relecture responsable de la charte des partis politiques et du code électoral. Que doit-on retoucher? Pourquoi et comment? D'abord, concernant le code électoral, Landry Angelois Delacon. M. Kotouyerima l'a dit.
Que doit-on retoucher? Je pense que nous sommes tous dans ce pays, même pour nos compatriotes de la diaspora, tout le monde sait quels sont à peu près les points à retoucher, quels sont les points de désaccord. Pour retoucher des choses, il faut aller voir quels sont les points de désaccord. C'est que vous attaquez les points de désaccord. Et maintenant, si vous voulez faire un travail méticuleux, vous essayez de mettre en place des commissions et puis peut-être surtout avec l'aide des séminaires parlementaires qui, nous le pensons cette fois-ci, auront peut-être cet avantage de pouvoir intégrer ce qui sera dit à ces différents séminaires. Parce qu'une chose est d'organiser des séminaires pour réunir des gens. Je l'ai dit la fois dernière face à l'honorable dont je parlais, que l'Assemblée nationale avait seulement cette manière d'organiser un séminaire parlementaire. Vous allez et puis vous revenez, vous commencez par lire autre chose. Mais ils ont quand même cette intelligence de faire dire à la population que toutes les couches étaient représentées, et même la société civile. Donc pour légitimer des choses, on vous réunit, vous décidez de ce qu'il faut retoucher et puis soit ils vous proposent autre chose. C'est pour vous dire que c'est possible. Ce que nous pouvons faire, c'est qu'il y a des dispositions. On a parlé par exemple de l'article 242. Vous voyez le tollé, chacun a interprété à sa manière. Après, la Sénat est venue donner une compréhension qui n'est même pas partagée jusqu'à aujourd'hui par certains en plus. Et on est venu après et on dit non, que maintenant il faut mettre 254. Bon, vous voyez les questions de caution. 249 millions, 200 millions par endroit présidentiel, législatif, des trucs comme ça. Vous voyez, c'est des choses sur lesquelles les gens n'arrivent pas encore à s'entendre. Il y a encore d'autres dispositions. Quand vous rentrez même dans les faits, vous verrez que même, on pourrait dire que concernant les élections communales, il y a par exemple le niveau, on parle de niveau d'études pour certains, il y a assez de choses qui n'ont pas été vues. Et même, je pense que, au regard de ce qui s'est passé dernièrement, la question de 23 ou 24%, 27% officiel, mais cela doit nous amener à nous demander s'il n'est pas temps pour qu'on puisse entendre sur la question de légitimité, puisqu'on ne le sait pas, parce que la légitimité en réalité, on peut même se dire, comment est-ce qu'on quantifie la légitimité? Comment? Non, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour nous d'insérer dans notre code électoral un seuil à atteindre pour valider les élections? Ça se passe en tout cas dans les nations civilisées. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour nous de créer ce mécanisme qui permet de tenir compte de l'abstention? Dans les démocraties civilisées, dans les grandes démocraties, c'est ça. L'abstention, c'est un message. C'est un message en matière électorale. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour nous? Vous voyez, on a dit 4% de bulletins nuls. Ça ne nous a rien dit. Cela voudrait dire que si on avait obtenu même 20% de bulletins nuls et que 4% ont voté, on aurait validé les élections. Oui, légalement. Les textes de la République le permettent. Mais est-ce que cela répond à la légitimité? Il se pose alors un grand problème. Donc je pense que l'actualité, les derniers déroulements de l'actualité sont des facteurs essentiels qui permettent d'intégrer, en tout cas d'avoir une loi qui réellement consolide la démocratie comme le souhaite le chef de l'État. Et je pense que cela fait partie également certainement des choses qui ont amené le chef de l'État à tenir ses propos. Parce qu'il faut désormais régler ces cas. Vous allez voir, même sur la loi référendaire, nous sommes passés outre. On n'a rien dit. Cela voudrait dire que sur une question donnée aujourd'hui, si nous partons au référendum et que 1% vote oui, bon, supposons que c'est 10% qui sont sortis et puis voilà, et puis on obtient 10% comme ça, on valide. Donc c'est l'opportunité pour nous de toucher à ces lois pour éviter des crises futures. Il l'a dit, vous savez, la charte des partis politiques, est-ce que la charte en réalité a un problème? Je continue de croire que la charte en réalité n'a pas un problème. Mais que plutôt le problème est au niveau des hommes chargés d'appliquer les textes de la République. Faudrait-il préciser à ce niveau de la charte maintenant qui doit faire quoi, dans quel délai? Vous savez, est-ce que c'est à la charte de venir dire qui doit faire quoi, qui doit faire qui? Quand on met des dispositions, quand on vous dit que sur tel point, voilà ce qu'il faut faire, vous avez tel délai. Vous savez, le problème des gens par rapport à la charte, c'est le délai de 6 mois qu'ils ont mis. Et c'est la lenteur de la promulgation de la charte qui a créé tout ce désordre. Que vous mettez 6 mois pour se conformer et que vous prenez votre temps pour promulguer, et le temps d'aller aux élections, on n'est plus à 6 mois, la Cour constitutionnelle, par sa magie, était obligée quand même de chercher, je dirais, la politique du juste milieu. C'est ce que je comprends de la décision de la Cour qui a exigé un certificat de conformité. Il fallait chercher quelque chose. Mais cela voudrait dire, le problème en réalité, ce n'est pas au niveau de la charte, mais plutôt ce qui applique. Quand on dit que quand vous n'êtes pas d'accord en ce qui concerne la procédure de déclaration des partis politiques, et qu'il faut saisir, quand on vient, je pense, les dernières dispositions, qu'il faut saisir d'abord la chambre et, comme on appelle, le tribunal de première instance. Est-ce que vous voyez? Après cela, voilà, c'est même la procédure classique
de droit commun. Et donc, après cela, vous allez au niveau de la Chambre administrative, au niveau de la Cour suprême. Et que vous, au lieu de venir chercher cette disposition, vous allez chercher une disposition qui concerne autre chose pour aller directement devant la Cour. Ouais, donc là, il se pose le problème. Donc, ce qu'on peut faire à ce niveau, je veux être d'accord qu'à ce niveau, il y a de l'embrouillamini. Donc, ce qu'on peut faire à ce niveau, on peut peut-être préciser encore autrement. C'est-à-dire faire parler plus le texte pour dire clairement que la procédure qui est de l'autre côté, où on dit que vous pouvez aller directement à tel endroit, c'est quand ça concerne telle personne. La procédure qui est à ce niveau, c'est quand ça concerne... Donc, on peut encore le dire autrement. Et c'est là où je rejoins M. Kotoyeba quand il disait que nous avons besoin des décrets d'application des tests. C'est l'absence de ces décrets. Les tests n'ont pas de soucis. C'est l'absence de ces décrets qui ont créé tout ça. Là. Maintenant, et ce que je vais dire aussi par rapport au code électoral, il ne faudrait pas qu'on profite du code électoral parce qu'on aurait sorti cette tête du jeu pour enlever la question du quitus fiscal. Nous allons plutôt demander, je pense, je suis en train d'oublier les choses, que ce quitus fiscal puisse être pour tout le monde. Et candidats aux élections présidentielles, candidats aux élections législatives, candidats aux élections communales, municipales, les candidats, les élections de proximité, tout cela, pour qu'on puisse l'exiger à tout le monde. Maintenant, c'est l'opportunité de dire qu'en ce qui concerne la demande du quitus fiscal, le code définit une procédure claire, un délai court pour l'obtenir. Et quand vous avez l'avis défavorable, on maintient une procédure claire pour que dans le délai, vous puissiez quand même régler votre affaire avec le fisc avant qu'on ne lance le dépôt des dossiers ou bien qu'on ne lance la fin du dépôt des dossiers de candidature. Parce que vous allez voir que c'est ce qui a gêné. On a mis en place une procédure, on dit oui, que demander le quitus fiscal, on n'a rien dit. Or, nous sommes en matière électorale. Si en matière électorale, nous permettons à la Cour constitutionnelle, dans le délai qui est donné, généralement c'est 8 jours, de rendre une décision alors que dans le délai classique, la Cour constitutionnelle peut rendre sa décision après 3 mois, après 1 an. Si on dit dans 8 jours, il faudrait qu'on puisse tenir compte de cela aussi pour tout ce qui concerne les pièces qui seront demandées pour les élections, qu'on puisse préciser également dans quel délai l'autorité administrative qui sera saisie est quand même à même de délivrer ces pièces. Voilà autant de choses qu'il va falloir corriger. Il y a encore assez de choses, il y a encore assez de choses qu'il va falloir corriger peut-être dans le code électoral surtout. Mais en ce qui concerne l'achat des partis politiques, je pense qu'au-delà de préciser la question sur l'attribution des juridictions qui sont quand même compétentes, je pense qu'il n'y a rien à retoucher. Il faut maintenir les choses telles qu'elles sont. Merci Landry. Souleymane Kotoyerima, Landry a évoqué beaucoup de questions. La question des 10%, l'article 242, il a proposé l'intégration dans le code électoral du taux de participation avec lequel il faut valider les élections et bien d'autres choses évidemment. Pour vous, s'agissant du code électoral, qu'y a-t-il lieu de retoucher? Merci beaucoup. Je crois que nous avons expérimenté partiellement le code de 2018 parce que j'aurais bien voulu qu'on expérimente l'article 242 à fond pour pouvoir savoir quelles sont les possibilités qu'il y a, quels sont les conflits que ça peut créer. Parce que, voyez-vous, cet article, en soi, n'est pas mauvais parce qu'on veut que les partis qui représentent les concitoyens soient représentatifs au niveau national. Mais, pour moi, cet article créera plus de problèmes qu'il n'en résout, dans la mesure où, en le même temps qu'on veut que les partis soient représentatifs au niveau national, on empêchera des concitoyens qui ont désigné leurs représentants de voir ce dernier siéger parce que son parti n'est pas nationalement représentatif. Alors, on ne peut pas créer d'autres problèmes là où il n'y en a pas. Vous me supprimez cette disposition. Là où il n'y en a pas. Cette disposition, je pense objectivement qu'il faut la supprimer pour revenir à l'ancienne disposition que nous avons, de manière à ce que les partis même qui ne sont que des partis de nom et qui n'existent que de nom vont se voir disparaître progressivement à travers les différentes élections législatives parce qu'ils auraient échoué à 2 élections législatives sans pouvoir se faire valablement représenter et on les aurait éliminés parce que la loi est claire sur ça tout au moins. Si vous n'êtes pas représentatif après 2 élections législatives, vous n'êtes plus parti politique, on vous dissout. Et donc, il faudra qu'on en arrive là. Lorsqu'on est ça, l'article 46 du même code a été l'un des pièges sur lesquels les partis ont buté, notamment les partis qui ont pu déposer leurs dossiers, mais qui avaient des candidats sur d'autres listes. Cet article, les gens incriminent la Sénat et autres, mais ils doivent aller lire cet article.
les acteurs politiques ont voté ce texte qui dit que à partir du moment où vous avez déposé la liste, aucune modification, aucune n'est possible sur la liste. Et à partir de ce moment-là, si éventuellement vous vous êtes fait dribbler par un concitoyen qui s'est fait positionner dans 2 listes, même si vous portez plainte contre lui, la loi dit que vous ne pouvez pas changer son nom. Oui. Et donc, votre liste, officiellement, doit être invalidée. C'est le cas du PRD et de Moël. Et donc, ces 2 partis, si cet article n'existait pas, si c'était comme dans le code de 2013, auraient pu procéder à des remplacements, tout au moins pour ces personnes qui se sont retrouvées sur 2 listes différentes et auraient été aux élections. Malheureusement, ils ont décidé de ça ainsi et nous en faisons les frais. Donc, sur ce point, oui. il faut que la nouvelle législature puisse revenir dessus afin de permettre aux partis politiques de revenir sur les pièces déposées afin de participer aux élections. Parce que, de subir tout le travail qui a été fait pour pouvoir constituer les dossiers, tout l'investissement que les gens font pour constituer les dossiers, ce n'est pas une seule personne. Il suffit qu'un seul suppléant, je ne dis même pas titulaire, qu'un seul suppléant se retrouve sur une seconde liste pour que votre liste tombe. Mais ça pose un problème d'éducation civique. Et il faut que les concitoyens puissent comprendre. Et normalement, si nous sommes dans un pays sérieux, on devait faire de ce cas-là un exemple. Le procureur devait pouvoir se saisir de ces cas-là pour porter plainte officiellement contre ces personnes-là qui ont triché avec la conscience nationale. Ils doivent pouvoir faire les frais et que ça soit publiquement diffusé pour que les gens sachent que désormais, si on a un tel comportement... Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. La loi a prévu les sanctions, il faut les appliquer. On ne peut pas sanctionner le parti et ne pas sanctionner le militant qui est à la base de la forfaiture. Et donc, pour moi, il faut que nous revoyions un peu les tests dans ce sens-là. L'autre chose, qui est un piège, qui est encore là et qui nous guette pour 2020, que nous n'avons pas vu, c'est l'article 302 du Code électoral. L'article 302 dit que les élections locales sont distinctes des élections communales et municipales. Et que la manière d'organiser désormais les élections locales et la structure qui va l'organiser sera décidée en Conseil des ministres par décret. Nous sommes aujourd'hui en mai. Nous avons élection dans 12 mois. Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est cette structure-là qui va organiser ces élections? Comment est-ce que ces élections vont s'organiser? À quel moment on va organiser l'élection communale? À quel moment on va organiser les élections locales? Il faut qu'on définisse ça clairement. Quelle est la motivation pour séparer ces 2 élections, sachant que dans tous les cas, c'est pour désigner des acteurs locaux? Il faut qu'on puisse se pencher sur ce pour des gens soucieux d'organiser des élections législatives générales, des élections générales, il est curieux de séparer. Qu'on sépare des élections, qu'on crée une autre institution qui va consommer des ressources publiques additionnelles en dehors de ce que la Sénat permanente va consommer et qui va organiser de nouvelles élections. Je pense que cet article-là doit être revu et que les élections doivent pouvoir rester couplées entre les communales et les locales afin que nous puissions et avoir une réduction des coûts des élections comme nous le souhaitons. Comme ils l'ont souhaité à la 7e législature. Comme nous le souhaitons tous. Tout le monde souhaite que nous réduisions les dépenses publiques et donc je pense qu'il faut que nous y travaillions. L'autre aspect, c'est la question liée à l'investissement qu'il faut faire pour pouvoir se porter candidat. Voyez-vous, dans un pays suffisamment pauvre comme le nôtre, où nous voulons assainir le milieu politique, nous voulons faire en sorte que, au niveau politique, la corruption puisse diminuer. Si nous mettons le plafond à ce niveau-là, nous n'amenons que ceux qui ont une surface financière donnée à être candidat. Celui qui a 50 000 francs et qui est dans sa communauté représentatif ne peut pas se porter candidat parce qu'il lui faudra au bas mot mobiliser et 3 millions pour lui et son suppléant avant de pouvoir être candidat, si c'est lui qui doit pouvoir payer la caution par lui-même. Et donc, si nous devons faire le point, 80 à 90% de nos concitoyens sont exclus de la candidature aux élections
Et donc, c'est ceux qui ont la manne financière qui peuvent se constituer en lobby au sein d'un parti politique. Les autres vont les accompagner à avoir le pouvoir. Il faut que nous puissions revoir ça. 10% du montant plafonné de campagne, c'est beaucoup. Je pense qu'il faut que nous révisions ça. Les 8,3 millions n'étaient pas mauvais. On peut les maintenir, comme nous pouvons peut-être monter là-bas à 10 millions, 15 millions. Ce n'est pas encore tuant, mais demander à un parti politique de débourser 249 millions, c'est leur demander d'aller chercher des financements occultes après pour pouvoir mener la campagne électorale, parce que ces 249 millions auraient pu les aider sur le terrain pour faire la campagne électorale et mobiliser les concitoyens à faire le choix qui est le leur, celui de leur parti politique. Et donc, pour moi, il est important que nous puissions le voir. Mais, comme je l'ai dit, quelles que soient les révisions que nous allons faire, quelles que soient les relectures que nous allons faire, si nous ne réglons pas la question des décrets d'application qui définissent clairement les procédures et les acteurs en jeu pour chaque action qui nécessite un décret d'application, et que nous ne faisons pas en sorte que les gens travaillent en toute liberté et conscience, nous aurons les mêmes résultats. Merci, Voyez-vous, Yerima. il faut aller aux réformes politiques. Si nous devons y aller, sachant que nous avons des échéances dans un an, il faut faire ces réformes tout de suite et très vite. Et maintenant, de manière à ce que les gens puissent se conformer, surtout en ce qui concerne la charte des partis politiques, de manière à ce que les gens puissent se conformer avant même le lancement du processus électoral. C'est ce que nous avons vécu en 2018-2019. Si nous avions voté la loi entre janvier et au premier trimestre 2018, nous ne serions pas en train de faire un certain nombre de débats parce que tous les partis se seraient conformés déjà et il ne serait question que d'aller déposer les candidatures. Le fameux certificat de conformité, est-ce que ce n'est pas le moment de l'intégrer officiellement dans le code électoral? Objectivement, on n'a pas besoin d'insérer le certificat de conformité. C'est une situation exceptionnelle due au retard que nous avons accusé qui a conduit au certificat de conformité. Ce document n'existera pas. On demande dans le code et dans la charte des partis politiques aux partis existants de se conformer. Ça suppose qu'il y a un document qui atteste qu'ils se sont conformés. Le document qui va attester désormais que le parti s'est conformé, c'est son récépissé de conformité aux nouvelles dispositions de la charte. Et pour empêcher à l'avenir le Cour constitutionnel de revenir de sortir le certificat. Pour empêcher intégrer cela dans la loi. Non. Pour empêcher une Cour à revenir sur ça, il faut voter les lois à temps. Veiller à ce que les gens aient l'ensemble des documents qu'il faut à temps avant que les échéances électorales n'arrivent. Pour moi, on n'a pas besoin d'un certificat de conformité. Le parti a besoin de prouver qu'officiellement il existe et l'officialisation de son existence, c'est sa publication au journal officiel. Si nous avons ce document de publication au journal officiel, tout le reste n'est qu'un débat vain. Angelo Adelakun, pensez-vous de même que, selon Koto Yerima, est-ce qu'il n'est pas temps d'intégrer le certificat de conformité dans le code électoral et dire clairement, cette fois-ci, que c'est la commission électorale nationale autonome qui délivre peut-être ce certificat dans un délai? Non, ce n'est pas possible. Vous savez, avant même que je ne puisse répondre à cette question, je vais rejoindre rapidement M. Koto Yerima sur la question des cautions que j'avais évoquée dans mes propos liminaires. Et dit que nous allons inviter nos parlementaires et même l'exécutif à sortir de leur tête le fait que les partis politiques sont désormais financés par le budget national et que c'est dans cet argent qu'ils vont désormais prendre pour payer les cautions. Parce que quand vous dites que c'est trop, c'est l'argument qu'on vous sort directement. Que les partis politiques, il y a le financement public des partis politiques et qui vont prendre cet argent. Non, il faut éviter ça. Parce que déjà, même en voyant, pour ceux qui voient de l'extérieur, ce n'est pas bien. 249 millions. Encore que vous avez dit, c'est notre argent. Et donc, on peut comprendre que l'argent du contribuable sera mis à la disposition des partis politiques pour revenir encore dans la caisse de l'État. Quel est ce jeu-là? Non, il faut éviter ça. Dis simplement que nous revenons, nous ne sommes plus à 200 et quelques, tout ça. Si vous voulez financer les partis politiques, financez les partis politiques à hauteur de ce qui est finançable. Mais ne nous dites pas que parce que vous financez, c'est pour cela qu'on a mis là-bas assez haut. Si vous permettez, il faut répondre à ces gens de manière claire. Celui qui vous dit ça, dis-lui que c'est parce qu'il est inculte de la chose politique.
le financement public des partis politiques, ce n'est pas pour se porter candidat. Merci. C'est pour faire la mobilisation politique, pour faire la formation des militants, la formation citoyenne et politique des militants et pouvoir aller sur le terrain. Ce n'est pas de l'argent qui est là pour constituer une caution. Le parti a des ressources internes qui doivent pouvoir constituer la caution. Le financement public que nous donnons en tant que citoyens, c'est pour que les militants puissent bénéficier des renforcements de capacités, puissent être accompagnés dans les sections locales du parti pour pouvoir maintenir... En somme, le fonctionnement du parti. On a dit que le parti anime la vie publique. Comment voulez-vous qu'on anime la vie publique si on n'a pas les ressources? Et donc, ces ressources doivent aller dans ce sens. Former les militants, avoir des écoles du parti, avoir des médias de parti et pouvoir vraiment jouer le rôle d'un parti politique et non d'un club électoral. Voilà qui est clair. Voilà. Et rapidement sur la question du certificat. Oui, je pense qu'en réalité, nous n'avons pas besoin d'insérer le certificat de conformité dans un test, dans un code électoral, parce qu'il a dit la conséquence de la mise en conformité qu'on a demandé aux partis politiques, c'est qu'il y a un papier. Vous ne pouvez pas vous mettre en conformité en lait. Si vous vous mettez en conformité, c'est qu'il y a un document qui atteste que désormais, vous êtes conforme à la loi, c'est tout. Donc, on n'a pas besoin d'aller créer encore Non, on n'a pas besoin de ça. Je crois que les tests disent que c'est le ministère, quand même, ministère qui atteste de la conformité. Est-ce qu'il ne faut pas dessaisir le ministère de ce rôle? Non. Il faut maintenir ce rôle-là. Vous voyez, c'est notre manque de confiance qui a même engendré la création de la Sénat. C'est le ministère ailleurs qui organise les élections. C'est le ministère qui a besoin de savoir qui est qui en tant que citoyen, en tant qu'organisation citoyenne ou politique. Et donc, étant donné que c'est le ministère qui enregistre les organisations sociales et politiques, on lui laisse ce rôle régalien-là, quitte à ce que le ministre et ses cadres puissent jouer leur rôle comme il se doit. C'est tout. C'est tout. Au terme du processus, délivrer le récépissé d'enregistrement ou de conformité pour que les gens puissent aller faire la procédure administrative de publication. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas autre chose. Merci beaucoup, Landry et Souleymane On peut peut-être introduire ce document, mais vraiment pas un certificat de conformité, plutôt la publication au journal officiel. S'agissant du chantier de la loi portant statut de l'opposition, de quelle retouche a-t-on besoin à ce niveau? Une relecture au Parlement de la loi sur le statut de l'opposition sans l'opposition. Est-ce pertinent? Vous savez, quand on parle de la loi portant statut de l'opposition en République du Bénin, cela me fait un peu rire. Parce que c'est une loi qui existe depuis des années et dont, je dirais, personne n'en parle. Quel parti de l'opposition s'est conformé à une loi portant statut de l'opposition en République du Bénin? Personne. Personne n'en parle. Bon, on vous dit clairement que non, que vous pouvez être opposant et ne pas vous conformer, c'est-à-dire les avantages, puisque cette loi permet quand même certains avantages aux partis de l'opposition, des temps d'antenne, vous voyez tout ce... des avantages, quand on parle d'avantages, vous voyez un peu. Mais personne n'en parle. Mais quand on me parle de relecture de cette loi, je ne sais pas quelle est l'évaluation, quel est le diagnostic qui a été fait par rapport à la loi qui existait. Qu'est-ce qui empêchait le respect de cette loi-là? Moi, je ne sais pas encore. Je ne sais pas ce qu'on veut introduire dans cette loi, je ne sais pas ce qu'on veut retirer de cette loi. À partir du moment où je dirais même que nous ne l'avons pas expérimenté comme il se doit. C'est une loi qui n'a pas été expérimentée. Dites-moi, qui est le leader de l'opposition aujourd'hui? Quel parti de l'opposition bénéficie du statut? Aucun parti de l'opposition ne s'est conformé à ce statut. Voilà, quel est même le parti de l'opposition? Juste que nous sommes dans les faits. Les faits, c'est qu'on voit que oui, telle personne, il a une politique qui va contre le régime en place. Donc, il est de l'opposition. C'est tout. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais pour bénéficier des avantages, quel parti a pu remplir les conditions? Personne. Alors qu'il y a une loi là. Si nous n'avons pas fait cela et que nous parlons de relecture, bon, franchement, je ne sais pas ce que nous voulons relire dans cette loi. Seulement, quand on y va, Adelakoun ne sait pas, ne connaît pas l'opportunité, n'a pas eu l'idée de l'opportunité de la révision de cette loi sur le statut de l'opposition. Mais une question demeure. Une relecture de la loi sur le statut de l'opposition au Parlement sans l'opposition. Comment cela va-t-il se faire? Ce n'est pas un problème. C'est une question de capacité des hommes à prendre leurs responsabilités, à la jouer pleinement. Voyez-vous, que les gens soient représentés ou pas, on peut voter une bonne loi. Oui. On peut faire une bonne relecture de cette loi. Mais à partir du moment où ils ne sont pas représentés, là où le problème se retrouve plutôt, c'est le fait qu'ils ne soient pas représentés au Parlement. Parce que si on se réfère déjà à la loi existante, pour se déclarer opposant, c'est à la tribune du Parlement. Voilà. Donc,
n'étant pas représenté au Parlement, vous ne pouvez pas vous déclarer opposant. Et donc, officiellement, c'est peut-être l'un des deux partis représentés qui sera officiellement le parti d'opposition qui va bénéficier du statut de l'opposition. Si ça en arrive le bloc républicain, dans ce cas pratique, qui est la nécessairement. minorité. Pas nécessairement. Si cela devait se faire. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Le jeu politique peut être que c'est la majorité qui se déclare de l'opposition parce qu'elle ne se reconnaît pas à ce que le pouvoir en place met en œuvre comme action. Parce que quand on regarde aussi les tests de ces deux partis, il y a un qui se dit d'obédience libérale, bloc républicain, et l'autre qui a plus tendance à être plus dans le social-démocrate. Dans la social-démocratie. Et donc, c'est peut-être la social-démocratie qui risque comme vous l'avez dit, la responsabilité peut appeler ces deux partis à ne pas faire cela. Non, ils peuvent même faire la relecture. Mais à partir du moment où c'est fait, qu'on a 4 ans devant nous, qu'il n'y aura pas un parti officiellement à l'étape actuelle d'opposition, c'est que cette loi ne pourra pas être expérimentée. Si c'est expérimenté, c'est qu'on se joue de l'ensemble de la population béninoise et que l'un des deux partis se décide d'être mais ils peuvent décider, ils peuvent trouver la solution pour que ces partis qui ne sont pas représentés puissent se déclarer de l'opposition. Non. Ils peuvent trouver la parade. Ils vont trouver cette parade comment si on doit... La représentation nationale est où? C'est le Parlement. Pour nous, officiellement, il faut aller faire cette déclaration au Parlement. Comment un parti qui n'est pas représenté peut aller faire sa déclaration d'opposition au Parlement? C'est là où toute la problématique se retrouve. Et donc, pour moi, à l'étape actuelle des choses, même si on fait la relecture du statut de l'opposition, c'est soit le Bloc républicain ou l'Union progressiste qui sera le parti de l'opposition, chef de file de l'opposition, qui va donc parler au nom de l'opposition politique au niveau national. Et donc, ça peut être un jeu pour pouvoir... Et si les choses se passent comme Souleymane Koto Yérima le dit là, ne pensez-vous pas, Landry Angelou Adélakon, que cela risque d'entraîner le pays dans une autre crise? Puisque les partis d'opposition, FCBE, USL, etc., sont connus et se revendiquent comme tels. Et puis, ils ont été exclus, on peut le dire, des élections législatives. Et puis, on leur arrache le titre, le statut d'opposant à nouveau. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit plus tôt, un assassinat complet de l'opposition. Je pense que... de bonne foi, cela peut ne pas créer de crise. Je ne vois même pas la crise. Je ne vois même pas la crise. Parce que si vous voulez faire une relecture, on suppose que c'est pour aller de l'avant. Ils peuvent faire une relecture pour lui dire désormais, même sans être au Parlement, vous pouvez vous déclarer opposant. Voilà, c'est la parade dont je parle. Donc c'est pour vous dire que... Mais si cette parade n'est pas utilisée et que c'est le bloc républicain ou le progressiste qui déclare encore de l'opposition et parle le nom de l'opposition, à quoi allons-nous assister? Non, moi, peut-être naïvement, je ne crois pas qu'avec ce que nous avons assisté jusque-là, on puisse encore avoir le culot de prendre des lois du genre. Non, je pense que désormais, nous sommes à un tournant où nous sommes en train de parfaire les choses. Je considère que, en tout cas, l'objectif, je dirais le premier objectif certainement, est déjà atteint. Nous avons une Assemblée nationale telle que nous le souhaitons. Et donc, désormais, il faut maintenant renouer. Il faut avoir la confiance maintenant de nos populations. Je pense que désormais, peut-être naïvement, qu'on ne peut plus continuer à faire des choses comme ça. Nous avons déjà les 83 députés qui, pour le moment, sont acquis à notre cause. Et je ne vois pas dans quel intérêt nous allons encore nous mettre à vouloir se foutre de la population en prenant des dispositions du genre et mettre le Bloc républicain ou bien l'Union progressiste en tant que parti de l'opposition pour bénéficier. Parce que c'est des avantages en fait, c'est de cela il est question. Et vous savez, moi je ne sais même pas, quand on parle de ces tests-là, quand le chef de l'État parle des tests qui quand même essaient de renforcer la démocratie, je pense qu'on n'a pas seulement besoin de statut de l'opposition, code électoral des partis politiques. La loi sur l'embauche, on y reviendra dans un instant, Angelo Adélakon. On y reviendra dans un instant. Et puis, oui, Souleymane, on y reviendra dans un instant, mais on est presque à la fin. Mais déjà, est-ce que vous avez soupçonné tout à l'heure le bloc républicain de l'Union progressiste de vouloir s'arroger ce statut de l'opposition? Non, je ne le soupçonne pas. C'est des éventualités. C'est des éventualités. Oui. D'autres évoquent, par exemple, justifient la création de FCBD, de ce parti du professeur Toleba, qui se réclamait de l'opposition, mais qui est vomi et renvoyé par les autres partis de la coalition de l'opposition. Oui. Est-ce qu'on peut suborder là une tentative de légitimer cette opposition face à l'autre opposition plus radicale? Non, vous savez, il faut toujours accorder la bonne foi à chaque acteur.
FCDB a été créé par le professeur Toleba. Ils ont fait leur première déclaration au cours de laquelle ils se sont dit de l'opposition modérée. Si j'ai bonne mémoire, c'est cela, de l'opposition modérée. Il faut leur accorder le crédit de leur déclaration. Ça n'engage que... Merci Souleymane. Angelo, et vous, de votre côté, le professeur Souleymane, de votre côté, est-ce que vous pensez que c'est une tentative pour légitimer cette opposition que les gens se décrivent? Non, je pense qu'il faut éviter des préjugés. Vous ne pouvez pas faire des analyses en vous basant sur la mauvaise foi. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand nous parlons d'un test, d'une loi, c'est vrai. On vous dira les caractéristiques d'une loi, c'est qu'elle est générale et impersonnelle. Mais une loi naît d'un besoin. Voilà. D'un besoin. Ce n'est pas un laisse nihilo qu'on propose une loi. C'est d'un besoin. C'est parce que vous voulez régler quelque chose. C'est parce que vous voulez quelque chose qu'on met en place une loi. Et à partir du moment où la loi ou le texte est adopté, désormais, on parle du caractère général et impersonnel. Voilà. Il faudrait qu'on évite les débats d'intention. Ce sont des procès d'intention. Je ne pense pas que c'est pour légitimer quelque chose. Oui, après, les faits vont parler d'eux-mêmes. Parmi les tests qui ont valu à la 7e législature une impopularité historique, il se trouve la loi sur l'embauche, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui, selon les détracteurs, précarise l'emploi. Le retrait du droit de grève qui affaiblit les syndicats. Pensez-vous que les députés ont quelque chose à prouver à ce niveau pour regagner le cœur des citoyens et apaiser ces derniers? Oui, je pense que apparemment nous avons voté ces lois et que nous avons pu prendre quand même le temps de faire une évaluation, je suppose, surtout la loi sur l'embauche, cela me tient à cœur. Il faudrait qu'on puisse quand même se dire aujourd'hui, est-ce que les objectifs qui ont été visés sont en train d'être atteints? Parce que c'est ça, c'est parce qu'on voulait aller quelque part et je pense que c'est de bonne foi que cela a été fait. Mais aujourd'hui, nous sommes là, les faits sont là. On retient quoi? Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui a lieu de réviser, de corriger dans cette loi? C'est commencer par retourner quand même aux anciennes dispositions qui favorisent quand même la sécurité de l'emploi et qui ne donnent pas cette facilité de licenciement aux gens. Parce qu'il faut quand même dire, c'est vrai que l'entrepreneur ou l'employeur a créé son entreprise, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est des gens qui travaillent pour lui également. C'est aussi vrai que face à l'employeur, l'employé n'est pas puissant. Et je pense que l'intérêt même des lois sur le travail et autres, c'est pour protéger aussi l'employé. Parce qu'on sait déjà que vous n'avez aucune force. On vous protège également tout en garantissant, bien évidemment, les intérêts de celui-là qui a investi. Donc, on doit pouvoir trouver ce juste milieu-là pour le faire. Et je pense que le Code du travail de 98, que nous étions en train d'appliquer jusque-là, était un très bon code. S'il y a peut-être des innovations à y apporter, on peut le faire. On peut le faire, mais on ne peut pas remettre en cause des droits acquis et nous parler des trucs indéfiniment renouvelables, nous parler de licenciement, on vous donne 9 mois, 3, des trucs comme ça, le plafond. Non. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est une loi qui, en réalité, tout n'est pas mauvais dans la loi. Parce qu'on a eu quand même le temps de revenir. Il y a eu des choses qui n'étaient pas des décrets et autres, là, qu'on a désormais légitimés ou légalisés. Et vous savez, on a remis les trucs de barémisation et autres, là, qu'on a remis dans la loi. Tout c'est des choses essentielles. Et aussi, il faudrait qu'on dise aux gens que désormais, quand on veut prendre des lois pour des secteurs donnés, il faut tout faire pour qu'on ait un document unique. Un document unique. C'est très difficile de vouloir interpréter un contrat de travail, se mettre à aller chercher le code de 98 et dans votre tête, tout en sachant que quand vous arrivez sur tel sujet, en ce qui concerne les types de contrats, c'est seulement la loi sur l'embauche et de placement, tout ça, les conditions de résiliation de contrat que vous appliquez. Et quand vous arrivez sur les autres volets, vous rentrez dans le code de 98. Il faudrait qu'on puisse avoir un document unique. D'harmonisation des tests de la loi. Il faut faciliter la tâche aux gens. Selon Koto Irima, je pense qu'il faut se doter d'un code électoral et code du travail moderne qui prend en compte un certain nombre d'aspects, qui dans le même temps protège l'employeur, mais sauvegarde les acquis et protège surtout l'employé. Il ne faut pas précariser l'emploi, il ne faut pas faire en sorte que le travailleur soit exposé à toutes les péripéties, qu'il vive le martyre de la perte de son boulot à tout moment. Vous savez, l'un des critères d'efficacité qui joue dans les différentes entreprises au niveau du travail, c'est le stress. Si le travailleur est en permanence dans le stress de perdre son boulot et de n'avoir qu'une des miettes comme dédommagement,
il ne pourra pas être efficace comme il se doit. Et donc, il faut harmoniser les tests. Il faut faire en sorte que nous ayons un code du travail qui prend en compte les différents aspects et les différents besoins des deux acteurs en présence, notamment l'employeur et l'employé. Parce que ces deux acteurs sont appelés à cohabiter, à travailler ensemble, à faire en sorte que eux tous ils puissent mieux s'en sortir. La question qu'on doit se poser en allant à ce travail de révision du code du travail, c'est est-ce que nous arrivons à sauvegarder le socle de protection sociale des uns et des autres? Est-ce que nous veillons à ce que le travailleur, en travaillant, se sente épanoui, se sente protégé, se sente accompagné par son employeur et par le pouvoir public? Est-ce que dans le même temps, le travailleur et l'employeur, celui qui a son entreprise, se sent accompagné par le pouvoir public, se sent protégé face aux travailleurs en cas de dérive, ainsi de suite? Si nous arrivons à faire la conciliation de ces deux éléments-là, nous allons trouver un juste milieu qui nous permet d'avoir un code qui reflète les réalités que nous vivons ici. Et même si le code est voté, il faut l'appliquer, il faut veiller à son application. Nous avons une tare dans ce pays, c'est la précarisation de l'emploi en permanence. Et ça, des structures formelles comme informelles en sont champions. Voyez-vous, des structures qui refusent d'embaucher des gens, mais qui renouvellent des stagiaires au fur et à mesure. Comment voulez-vous? Et la loi sur l'embauche, la loi sur l'embauche favorise encore cet aspect de la chose. Alors que nous avons besoin de protéger celui qui offre de ses compétences pour pouvoir accompagner le développement du pays. L'un des défenseurs ardents de cette loi aujourd'hui, le président de la Commission des lois. Oui, il n'y a pas de problème qu'il défende ça. C'est son point de vue. Mais de l'autre côté, il doit pouvoir tenir compte de ces mandats qu'il a envoyés au Parlement pour se remettre en cause, pour se demander, mais est-ce que cette loi permet de protéger les gens qui m'ont accordé leur confiance en votant pour moi, en m'envoyant au Parlement? S'il arrive à répondre objectivement en toute conscience à cette question, il doit pouvoir se rendre compte qu'il y a des aspects de la loi sur l'embauche qu'il faut revoir, tout en restant dans la logique de protéger les deux acteurs. Merci, Souleymane Koto. Rapidement sur le droit de grève. Un jour de grève durant une certaine période. Est-ce qu'il faut revenir sur cette disposition, le retrait du droit de grève à certains corps? Que pensez-vous rapidement? Rapidement, déjà, il faut dire que par rapport déjà encore à la loi sur l'embauche, comme vous l'avez dit, le président de la commission des lois, l'actuel, il faudrait quand même demander aux gens de ne plus nous balancer des arguments du PNUD et autres pour dire qu'au PNUD, au système des Nations Unies, les gens ont un contrat renouvelable d'1 an. Il faut éviter ces comparaisons-là. Donc, pour revenir à votre préoccupation, est-ce qu'il faut revoir les lois sur le droit de grève? Je pense que ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on est arrivé à limiter désormais, je dirais, on est arrivé à limiter les dégâts. En temps, on les avait retirés purement et simplement. Maintenant, on les a limités. Je pense que c'est déjà une évolution. Mais ce qu'il faut aussi faire, c'est qu'on doit pouvoir, même en voulant faire cette relecture, toujours concilier nos problèmes avec la liberté que nous donnons aux gens. C'est aussi essentiel. Parce que c'est vrai, la liberté d'aller en grève, tout et tout, c'est vrai. Mais il se fait que, quand vous avez été victime des séquelles de cette liberté exagérée, vous vous rendez compte que vous ne pouvez qu'applaudir le retrait du droit de grève. Mais en réalité, quand vous prenez les tests au niveau international et autres, non, vous ne pouvez pas retirer ça, c'est dire bien qu'on n'est plus limité. Mais maintenant, on peut aller à des relectures pour donner plus. Je pense que c'est 10 jours maximum maintenant pour donner peut-être plus aux jeunes pour qu'ils puissent manifester. Parce que le fait même de manifester, je pense, participe à la qualité aussi de ce qui sera fait après. Cela permet de communiquer avec l'autorité parce que nous ne sommes pas encore à un niveau où l'autorité comprend qu'il faut mettre à la disposition des salariés, bon, je dis, que dis-je, des fonctionnaires, un minimum qui puisse quand même leur permettre de répondre réellement à ce qu'ils ont appris pour être efficaces. Donc, je pense qu'on peut augmenter un peu les jours pour voir à peu près comment faire, mais il faudrait qu'on puisse aussi tenir compte dans cette logique de limitation des dégâts. Oui, et vous savez, mais avant de finir, il y a une loi que vous n'êtes pas en train de mentionner, et je pense que vous allez le mentionner avant qu'on le finisse, le code du numérique. Oui. Rapidement, sur le droit de grève. Je crois que les acteurs syndicaux doivent se remettre en cause et revenir sur de meilleures dimensions de la lutte syndicale. Voyez-vous, si nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce que le droit de grève a été galvaudé. Oui. Une liberté qu'on vous accorde, que vous exploitez mal, ne peut que conduire aux résultats que nous avons. Je crois qu'ils ont appris la leçon, qu'ils ont compris désormais que ce n'est pas à tout moment qu'il faut aller en grève, parce qu'en allant en grève, ils violent les droits d'un certain nombre de concitoyens également, selon les domaines dans lesquels la grève se mène. Et donc, ils ont beaucoup compris. Et pour moi,
Aujourd'hui, je pense même les syndicalistes, ce n'est pas aller en grève qui est leur problème, c'est pouvoir régler les problèmes qu'ils ont. Et on doit pouvoir faire en sorte que les négociations puissent se faire dans le cadre qu'il faut de manière franche et que vraiment des solutions puissent être apportées selon les capacités financières que nous avons au cours d'une période donnée. Oui. Et lorsque nous n'arrivons pas à trouver de solution, on pourra faire recours à l'ultime outil que nous avons, qui est le droit de grève. 10 jours de grève dans un pays sérieux, ce n'est pas petit si le gouvernement veut se prendre au sérieux. Mais là où c'est difficile, dans ce qui a été voté, c'est de limiter, c'est de répartir ces 10 jours, c'est de l'étaler au cours de l'année. On aurait pu dire qu'on peut prendre les 10 jours en bloc. En bloc, là, on sentira à l'essai, le gouvernement sur les sérieux, mais en étalant un jour de grève sur le mois, ça ne fait rien à un gouvernant. Je pense que c'est là-bas qu'il doit faire la lutte. Ça devrait faire quelque chose à un gouvernant sérieux. Oui, bon, on a expérimenté depuis 90, on sait comment ça. En 30 secondes, c'est comme si Landry un jour avait un œil sur mon papier. Bon, nous allons nous poursuivre rapidement parce que nous sommes au thème de l'émission. Le code sur le numérique, vous savez, qui menace beaucoup de citoyens, qui envoie beaucoup de citoyens en prison, mais pas que des citoyens. Les hommes des médias aussi sont mélangés dans ce code numérique puisqu'on les attend sur leur plateforme numérique dès lors qu'ils publient des productions de presse sur les plateformes numériques. On peut les prendre sur la violation du code numérique alors que, normalement, on devrait les appliquer le code sur l'information et autres. Nécessité de revoir le code numérique, Angelo, Adrien. Oui, je dois déjà dire que pour moi, le code du numérique, notre pays a fait une avancée. C'est bien d'avoir ce texte parce qu'il ne faut pas permettre aux gens d'aller salir les autres sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas permettre aux gens d'attaquer, de ternir l'image des autres. C'est très important. Mais le souci, en fait, c'est que nous sommes à un niveau où vous ne pouvez pas continuer à pénaliser les infractions de presse. Vous voyez, les infractions de presse, la diffamation et autres. Vous l'avez dit, le code de l'information permet à ce que vous allez devant les juridictions que nous connaissons et puis généralement, donc c'est dépénalisé. C'est pour dire que les infractions de presse avec le code de l'information sont dépénalisées. Mais avec le code du numérique, on ne fait plus la distinction entre journalistes et particuliers comme nous autres. On vous prend et puis vous avez vu désormais, vous allez devant la criette. Donc, il faudrait revenir sur ça et peut-être trouver un mécanisme pour voir quand est-ce que le journaliste est dans sa poursuite de journaliste, quand est-ce qu'il fait, pour pouvoir lui appliquer le code qui lui appartient. Et maintenant, en ce qui concerne les citoyens lambda... Le modus operandi, on pourrait reconnaître dès lors que le journaliste publie une production de presse, c'est le code de l'information. Mais dès lors qu'il émet une information simple hors d'une production de presse... Au fait, c'est de cette clarification que nous avons besoin dans le code. Pour moi, le code du numérique n'est pas un problème. Pas un problème, mais à pécher par précision. Il faut une précision pour faire la démarcation entre la publication que le journaliste fait en tant qu'individu et de la publication, du relais d'une production de presse. Du relais de la production de presse. Le relais de la production de presse n'est rien d'autre que ce que nous lisons dans le... C'est comme si j'ai photocopié une coupure de journal. Et donc, ça ne doit pouvoir se faire de manière aisée. Donc, pour moi, il faut que juste nous ayons cette clarification. Le chef de l'État a dit quelque chose dans son discours vers la fin. Les commentaires sont libres. Mais on doit pouvoir être responsable de ses actes. Donc, je pense que le code du numérique doit pouvoir être appliqué comme il se doit parce que l'espace public n'est pas un dépotoir. Où le sens de la responsabilité. Il faut avoir le sens de la responsabilité et assumer jusqu'au bout. Le modus operandi du code numérique concerne les citoyens. Oui, par rapport aux citoyens, il faudrait qu'ils puissent... Vous savez, les gens ne prennent pas connaissance des textes. Il faudrait qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas vous permettre d'attaquer l'image des autres. On ne peut pas vous permettre de vous en prendre aux autres. Donc, vous restez dans le canevas qui vous est réservé, savoir ce que vous devez faire. C'est important. Il faudrait que les gens se prennent. Et ceux qui incitent à la rébellion et à tout ce qu'ils veulent, il faudrait qu'en voulant attaquer les lois, en voulant attaquer certaines réalités, que vous sachiez que tant que la loi est votée, merci Angelo, merci Souleymane. Pour finir, dernière question, Patrice Talon et sa majorité parlementaire ont souhaité une réforme majeure qui a connu plusieurs échecs au Parlement du fait de la minorité de blocage. Il s'agit de la révision constitutionnelle. Est-ce un défi aujourd'hui pour la nouvelle législature? Vraiment, cette question, je ne sais pas si c'est un défi pour la nouvelle législature, mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas besoin pour le moment
de nous lancer encore dans cette... Parce que quoi, le clivage politique va encore recommencer. Mais une chose est évidente, c'est que la loi fondamentale de notre pays mérite d'être toilettée. Et tout le monde doit pouvoir s'entendre sur cela. Mais maintenant, est-ce que c'est le moment? Je pense que quand on fait même l'analyse, quand on voit un peu le coût que cela nous a coûté en termes d'énergie, en termes de temps et en termes de perte de temps aussi pour le gouvernement et la réalisation du PAG, je pense qu'il est mieux de faire fi de cela, de laisser cela couler et après on pourra aviser. Merci beaucoup, Angelo Adelakon. Selon Kotorima, la révision de la Constitution, est un défi pour la 8e législature? Si nous voulons aller au référendum, oui, c'est un défi pour la 8e législature. Mais si ça doit se faire au Parlement, je pense que le Parlement n'est pas suffisamment représentatif de la population béninoise pour pouvoir prendre cette décision de manière à ce révision considère qu'il doit y avoir un référendum. Il faut que nous puissions Merci, selon Kotorima. Angelo Adelakon, 8e législature, quel défi? Votre mot de la fin. Merci, monsieur le journaliste, et merci, chers téléspectateurs. Le défi et le grand défi, c'est la quête de la légitimité. Il n'y a pas que ça. Merci beaucoup. Seulement, Kotorima, merci votre beaucoup, mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur Serlan, pour l'invitation. Merci aux amis téléspectateurs. J'espère que nous avons comblé les attentes que les uns et les autres avaient. Là où nous n'avons pas pu les combler, nous espérons que d'autres acteurs pourront venir compléter ce que nous avons su dire autrement. Et que d'une manière ou d'une autre, la 8e législature va travailler à nous convaincre et à faire en sorte que les suspicions que nous avons, que les craintes que nous avons de leur mandat puissent vraiment s'atténuer progressivement, que nous puissions avoir un mieux-être du fait des lois qu'ils vont voter et du contrôle de l'action gouvernementale qu'ils auront à faire tout le long de leur mandat, et qu'ils vont nous convaincre qu'ils ne sont pas une caisse de résonance du gouvernement en place. Merci Souleymane Kotorima, merci Angelo Adelakon. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de EDN Télévision, mais aussi les auditeurs de la 102.3 Diaspora FM. 8e législature, quel défi? C'est déjà la fin, vous l'avez entendu tout au long de cette émission. La 8e législature a comme défi un défi de légitimité. Eh bien, Souleymane Kotorima comme Angelo Adelakon l'ont proposé aussi un projet de législature pour permettre aux différents citoyens, à tous les citoyens de pouvoir suivre les actions, le projet, le programme, les pas de cette législature, mais aussi un souci, une urgence de révision de certains textes, notamment le code électoral, la charte des partis politiques, le code du numérique et de la loi sur l'embauche. Merci à vous et puis prenez rendez-vous pour jeudi prochain en rediffusion aussi les samedis.